Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. En Tunisie, 5 ans après le coup de force du président Kais Saïed, près de 2500 personnes ont manifesté samedi dans la capitale tunisienne pour protester contre un recul des libertés, la détérioration des conditions de vie et plein d'autres slogans qui ont été brandis sur place par les manifestants. Quelques jours avant cette manifestation, justement, l'ancien président tunisien et principal opposant à Kais Saïed, Monsef Marzouki, a donné un entretien à France 24 dans lequel il appelle les Tunisiens à prendre leur destin en main. Ce qui a évidemment pas plu à l'équipe de Kais Saïed, évoqué l'ambassadrice française en Tunisie. Dans ce contexte des tensions politiques en Tunisie, sous la présidence de Kais Saïed, les prises de position de certains médias algériens, notamment le Khabar et le Soir d'Algérie, ont suscité de nombreuses critiques à la suite des déclarations de l'ancien président tunisien Monsef Marzouki dénonçant la situation politique de son pays. Ces journaux, réputés proches du régime algérien, ont publié plusieurs articles présentant une lecture favorable au pouvoir tunisien et reprenant le récit officiel des autorités de Tunis. Cette séquence médiatique soulève ainsi des interrogations sur le rôle de la presse dans les crises politiques, sur les liens entre médias et pouvoir, mais aussi sur les enjeux géopolitiques qui influencent la production de l'information au Maghreb. A tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par l'avocat au barreau de Paris et secrétaire général de la FDH, Maître Aïssa Rahman. Bonsoir. Bonsoir Adel, merci de l'invitation. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Et depuis l'Algérie, le journaliste et militant politique Abdelkrim Zghileche via Zoom. Abdelkrim, bonsoir. Il n'est pas encore avec nous. Aïssa, la première question déjà. L'ancien président tunisien Monsef El Marzouki, qui accorde un entretien à la chaîne publique française France 24, et sur place, la Tunisie qui proteste. C'est quoi en fait ce rapport qu'ont nos dirigeants envers la presse? Est-ce que protester contre un entretien accordé par un opposant tunisien ou algérien à un organe étranger revient à ce pays étranger de voir à qui donner des entretiens, à s'immiscer dans la presse de son pays? C'est quoi en fait En fait, dans la question, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que Monsef Marzouki, ancien président de la République tunisien post-révolution, était l'instigateur ou celui qui a incité les citoyens à manifester, à prendre part aux manifestations. Et secondo, c'est cette attitude de nos régimes, des régimes non démocratiques de la rive sud de la Méditerranée, qui ont ces pratiques chez eux, chez nous, de guider ou de téléguider la presse nationale, que ce soit audiovisuelle ou presse écrite. Et ils pensent que ça fonctionne comme ça partout dans le monde, y compris dans les États de droit et les États démocratiques. Dans l'intro, vous avez souligné que Monsef Marzouki est le principal opposant. Je ne suis pas d'accord, parce qu'actuellement, un des principaux opposants. un des principaux opposants, là je suis d'accord, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que les partis d'opposition en Tunisie, que ce soit ceux de la gauche, mais aussi les libéraux,
les islamistes comme le Rannouchi ou son parti politique Nahda, Najib, Al-Hamami, tout ce beau monde sont des opposants à Kais Saïd. Pas que la classe politique, mais ça, il y a aussi la société civile, notamment l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, la Ligue, enfin, on va dire Tunisienne, oui. La Troïka, la Troïka, l'ancienne Troïka. le quartet plutôt, le Ah oui, quartet tunisien, prix Nobel de la paix, qui ont en son sein le barreau, la Ligue tunisienne et l'UGTT, sont contre et la la Tunisie est politique. réputée pour avoir une société civile forte, Tout à fait, organisée. une société civile forte, autonome, indépendante, développée dans sa manière de travailler, parce que après la révolution tunisienne, le mouvement international des droits humains et les Tunisiens en eux-mêmes qui ont travaillé beaucoup sur beaucoup de mécanismes, à savoir l'installation de l'ISI, l'instance nationale c'est la sœur jumelle de l'ANI عندنا, mais ce n'est pas les mêmes pratiques, parce qu'elle était présidée, souvenez-vous, de Kamel Jendoubi, un des principaux animateurs de la société civile en Tunisie, qui est aussi passé ministre des ministres en Tunisie au temps de Beji Kais Sebsi, chargé des relations avec les institutions et des droits de la personne, des droits de l'homme et de la société civile. Donc, il a mis en place ce mécanisme d'élection, ce mécanisme qui organise les élections en Tunisie, ça d'une part. L'instance que présidait Sehan Ben Sedrine, qui est une instance de vérité et justice et lutte contre l'impunité, une autre instance chargée de la lutte contre la corruption et la dilapidation. Donc, tout ce tissu associatif était mis en place, renforcé par la Quartet, qui ont fait un travail très important. Tout ça représente une opposition à Kais Saïd. Ça, d'une part. D'une autre part, les partis, même ceux qui étaient avec Kais Saïd au lendemain du coup d'État du 25 juillet 2021, où il s'est accaparé tous les pouvoirs, en la dissolution du Parlement, à la mise en écart de 82 magistrats par le simple fait qu'ils ne voulaient pas marcher dans ses combines, dans ses orientations politiques, la mise en place du décret-loi 54, qui est chez nous comme l'article 87 bis en Tunisie. Donc tous ces mécanismes, cet arsenal juridique a été mis en place par Kais Saïd, qui est actuellement décrié même par ses partisans, même par ceux qui ont soutenu Kais Saïd. Pour arriver à la deuxième question, pourquoi aujourd'hui le régime tunisien convoque l'ambassadrice française par rapport à une interview de Monsef Marzouki? Souvenez-vous que l'ambassadeur français en Algérie a été aussi convoqué à plusieurs reprises. ولا كيما الفاكتور يهبط ويجي من الحضره للمراديه. Vous pensez que c'est une pratique des régimes autoritaires? Mais c'est normal. Mais c'est normal. Souvenez-vous qu'un reportage sur TV5 Monde a fait office de convocation de l'ambassadeur. Un reportage ou une interview de France 24, pareillement. Et à chaque fois, on voit ce genre de scénario où on convoque des ambassadeurs pour répondre d'une lecture de presse indépendante. Et ça relève de l'absurdité. C'est de l'absurdité. Très bien. Merci, Aïssa Rahman. Je pense qu'on vient d'être rejoint par Abdelkarim Zrilesh. Abdelkarim, bonsoir. Bonsoir mon ami, merci pour l'invitation. Bonsoir à Maître Rahman aussi, c'est un plaisir de partager ce plateau avec lui. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. La première question, Abdelkarim, vous en tant que journaliste, en tout cas en tant qu'éditeur, ancien éditeur de Radio Sarbacane, quelle lecture en fait faites-vous de cette offensive des médias algériens pour défendre le régime tunisien? Franchement, on remarque aisément l'ingérence ici dans cette tentative
je dirais, de soutenir un régime voisin, un régime ami du régime algérien. L'ingérence dans le contenu de la politique interne tunisienne, elle est flagrante. C'est aux limites aux limites du non-respect. Je voudrais, entre parenthèses aussi, avant toute chose, souligner un petit point sur Merzoug Mansouf, qui est considéré, je dirais, par une vision globale de la politique nord-africaine, comme un démocrate libéral. C'est un monsieur qui est considéré, même par l'Occident, comme démocrate libéral à forte sensibilité pour les droits de l'homme. Ce n'est pas à vous ni à Maître Rahmoun d'ailleurs que je vais rappeler que c'était avant toute chose un des plus grands défenseurs des droits de l'homme en Tunisie. Et je dirais même plus, le monsieur a démontré, clairement, un penchant laïque en défendant la non-ingérence du religieux dans le politique. On peut clairement considérer, et c'est déjà considéré, que Mansouf Marzouki est un démocrate progressiste laïque. C'est pour cela, j'imagine, que peut-être nous allons remarquer dans le futur, ou si peut-être on le remarque dès maintenant, qu'il va y avoir certaines sensibilités en Occident qui vont défendre ce monsieur et de se terrain. Même, on peut partir même un peu plus loin sur sa vision économique de la chose. C'est un libéral. Il a toujours défendu une économie de marché. Il a encouragé toujours, d'ailleurs, l'initiative du service privé, de l'investissement privé et des IDE, d'investissement international, d'investissement à l'étranger. Sur ce plan-là, sur un plan purement politique, sans prendre en considération, sans discuter des résultats des 4 années où il a été à la présidence. Je ne vais pas faire la même bêtise que la presse algérienne. Je vais laisser ça aux Tunisiens de critiquer par eux-mêmes leur ex-président, mais sur une vision politique plus large de ce qui se passe en Afrique du Nord. Ce monsieur-là a garanti quand même une justice sociale, a lutté contre les inégalités et a démontré une vision assez laïque d'un mode de gouvernance. Certes, il a à un certain moment fait une alliance avec les islamistes tunisiens à la période où il a été président, mais je dirais que cela a été fait en suivant son propre discours, comme il se définit lui-même. À cette période-là, il a joué le rôle d'un président de la République. Un président de la République est là pour réconforter la totalité de la population, quelles que soient ses tendances politiques ou quelles que soient ses idéologies. Ça fait partie du rôle d'un président de la République. C'est de rassembler son peuple. Lui, à la période, quand je dis lui, je parle de M. Rzouki, la période où il a été à la tête de l'État tunisien, il a joué ce rôle-là en essayant de trouver une place, pas en essayant de trouver une place, en considérant que même les mouvances islamistes, je vais être gentil sur ce point-là, je pense que tout le monde connaît ma vision sur les islamistes, a quand même joué le rôle et a clairement dit que même les islamistes ont un rôle à jouer dans la vie politique, à condition qu'ils respectent qui respectent la démocratie et les BABA et le SMIC démocratique. Je voulais juste parler de ça, de ce point de vue, pour remettre le monsieur dans ce contexte. Comme ça, quand je vais parler de ce monsieur, je parle à partir de ces a priori-là, de cette définition-là établie par, je dirais, la sphère politique occidentale et comment se définit M. Merzouki lui-même. La presse algérienne s'est attaquée à lui d'une manière frontale. Je ne sais même pas si on peut appeler ça presse. De toute façon, on dit presse, mais on sait très très bien qu'en Algérie, il n'y a plus de presse, il n'y a plus de médias. Ça, on le sait très très bien. S'est attaquée à lui d'une manière frontale. L'explication, elle est simple. Je pense que l'explication, elle est très simple, parce qu'on craint que tout débordement en Tunisie va engendrer un débordement en Algérie. Pour utiliser un vocabulaire plus diplomatique, d'après leur vision, toute instabilité en Tunisie peut engendrer une instabilité ou amener à une instabilité en Algérie. Voilà comment le régime algérien regarde ce qui se passe en Tunisie actuellement. Et voilà pourquoi la presse algérienne a osé
s'ingérer plutôt d'une manière aussi directe, aussi frontale à ce qui se passe en Tunisie. Voilà, merci mon ami. Mais qu'est-ce qui a motivé la presse algérienne, selon vous, pour s'attaquer ainsi à Mansour el-Morzouqi? Parce qu'on compare, on voit, on compare, je dirais, on compare l'opposition tunisienne à l'étranger à l'opposition algérienne à l'étranger. On fait ce comparatif-là. En parlant je ne parle pas de Merzouki spécialement dans ce point-là. En s'attaquant à l'opposition tunisienne à l'extérieur de la Tunisie, à la diaspora tunisienne d'une certaine manière, on s'attaque à l'opposition algérienne. On fait passer un message, que ce soit en Algérie ou à l'international. On fait passer un message à l'opposition algérienne, à la diaspora opposante algérienne à l'extérieur de l'Algérie. C'est ça le message réellement que la presse algérienne essaie de faire passer. Vous pensez que ces attaques ont été dictées par l'exécutif algérien? C'est pas que je le pense, je n'en ai aucun doute. J'en suis persuadé. C'est pas que je le pense, j'en suis certain. Parce que ça fait très très longtemps qu'on remarque quand même certaines extravagances, et surtout si on parle du Khabar et du soir d'Algérie, qui ne sont pratiquement maintenant que des fax, des relais du régime algérien. Très bien. Abdelmajid Tebboune a accordé un entretien aux médias algériens. Et ça va être diffusé ce soir, mais il y a des briefs qui ont été diffusés. On va l'écouter parler justement de la Tunisie et de ce qui se passe actuellement en Tunisie. باش نتدخل في الامور الداخليه تاع تونس حنا محرمينها على انفسنا ماشي مانعينها ما ندخلش في امورهم الداخليه باش مساندين تونس باش تخرج من النفق. انا نشهد للرئيس قيس انه انسان مثقف ديمقراطي وطني الى النخاع. ان شاء الله دائما نلتقي في كل المواقف ونلتقي لنصنع التاريخ. Aïssa Rahmoun. Abdelkrim Zghil, je pense que c'est une ingérence dans les affaires tunisiennes, ce que fait la presse, les attaques de la presse algérienne. Tebboune dit qu'on ne s'ingère pas dans les affaires de la Tunisie, mais on continue à soutenir la Tunisie et le président Kais Saïed. Le chef de l'État avait dit on continue à soutenir la Tunisie. Et la Tunisie, il y a nuance, hein, parce qu'il dit qu'on va soutenir le peuple tunisien ou le régime tunisien. La nuance, elle est à ce niveau. Hein. Elle est de taille. Elle est de taille. C'est comme Édouard Plenel, le rédacteur en chef du journal. Edwin Plenel, pardon, Mediapart. Le patron de Mediapart. Oui. Patron de Mediapart qui a enlevé cette nuance à l'occasion du Hirak algérien de 2019 en disant « Je soutiens le peuple algérien et je ne partage rien avec le régime algérien ». Ces prises de position sont claires. Après, en termes d'ingérence, souvenez-vous de deux épisodes. Un citoyen algérien qui a bénéficié de la protection internationale du Haut Commissariat aux réfugiés. En Tunisie. En Tunisie. À Tunis. À Tunis. Précisément. Qui était exfiltré, selon ses déclarations, ses témoignages, après son procès. En tout cas, kidnappé. Il était exfiltré. Kidnappé et exfiltré. Parce que l'action d'exfiltrer une personne, c'est après avoir le kidnappé. On parle de Slimane Bouhafs. On parle de Slimane Bouhafs. Et il raconte des atrocités durant son trajet de Tunis à Alger. Durant son trajet, durant sa présentation, durant son audition, durant sa garde à vue, durant le procès qui n'était pas équitable et les conditions d'incarcération. Et bien sûr, après la libération de Slimane Bouhafs, le fait que tout vivre, ni salaire, ni pension, ni aide, ne pouvait se manifester de la société par crainte du régime algérien. Donc on réduit une personne à néant, on réduit une personne à la survie la plus totale. Et souvenez-vous du cas de l'avocat tunisien Saad Makhlouf, ouais, qui a eu la protection internationale, qui était sous la protection du HCR en Algérie, et qui a eu l'accord
des autorités britanniques pour rejoindre sa famille qui sont établis à En Londres, Angleterre, oui. en Angleterre. Et à 24 heures de son départ vers Londres, Il a été elle a été Extradée. kidnappée et exfiltrée vers la Tunisie. Voilà les deux soutiens, enfin la solidarité existante entre les régimes. أنا نقول لك السي عادل، notre région, منطقة بؤس, c'est une région qui est laminée par ses dirigeants, en commençant par la Mauritanie, en passant par le régime du Makhzen, vers l'Algérie, vers la Tunisie et vers Haftar. Cette région est aujourd'hui l'otage des dirigeants, l'otage des responsables politiques, l'otage des militaires, l'otage des États qui sont dans les États, des États profonds. Et les seules victimes, Et les seules victimes, c'est bien sûr Les populations. populations de ces pays. On est en 2026, il faut qu'on se rappelle de la glorieuse étoile nord-africaine. tout à fait. Un siècle après la proclamation, après les assises et la création de l'étoile nord-africaine, jusqu'à présent, le débat, ce qui a été le rêve et les objectifs de cette étoile ne sont pas encore atteints. Celui qui a brisé ce rêve de l'Afrique du Nord, bien sûr, c'est les dirigeants qui nous gouvernent, malgré nous, jusqu'à présent. Donc, pour dire que l'Algérie n'est pas dans une logique d'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, je ne sais pas si c'est un fake news ou c'est une réalité. Souvenez-vous d'un décret qui a circulé dans les réseaux sociaux qui donnait libre champ à l'armée algérienne d'intervenir sur un périmètre de 50 km dans le territoire tunisien. Tunisien. En cas d'atteinte, en cas de trouble public ou d'atteinte aux institutions tunisiennes. Et ça a fait agacer beaucoup de militants tunisiens. Tout à fait. Et aujourd'hui, le fait de s'attaquer à Monsef Marzouki, mais laissez la presse tunisienne s'attaquer à Monsef Marzouki, ce n'est pas à nous de le faire. Ahlu Mekka adra bi shu'uniha. Ahlu Mekka adra bi shu'uniha. Pourquoi aujourd'hui l'opposition tunisienne, qui ne s'est jamais attaquée au régime algérien d'une manière aussi frontale, parce qu'ils considèrent que la construction d'un État de droit et la construction d'une démocratie en Tunisie passe par cet effort fourni pour son pays, être patriote. Être patriote ne veut pas dire être nationaliste, deux choses différentes. Et là, quand on entend Kais Saïd avec son discours nationaliste, justement, fascisant, son discours de l'extrême droite, c'est lui qui a importé les dires de Zemmour en Tunisie, la logique et la philosophie, la théorie du grand remplacement. Aujourd'hui, la Tunisie est devenue un cercueil pour les migrants subsahariens venant d'Afrique, bien sûr. Un cercueil pour les migrants qui viennent de Libye, de Syrie, etc. Aujourd'hui, Kais Saïd est le gendarme de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce qu'avec un déficit flagrant dans le budget de la Tunisie, avec l'inflation, avec la crise économique, avec la crise sociale, avec la crise politique qui existe aujourd'hui en Tunisie, le seul rempart pour Kais Saïd, c'est d'accepter les miettes données par l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Ça, d'une part. Il ne faut pas oublier que chaque année, l'Algérie atterrit aux portes de Kais Saïd avec des enveloppes budgétaires qui servent d'équilibre pour le fonctionnement de l'État. Donc aujourd'hui, l'Algérie considère la Tunisie comme une 70e wilaya. L'Algérie finance le régime de Kais Saïd. Mais c'est assumé, le président de la République le dit. Abdelmajid Tebboune, il le dit, le Premier ministre l'a dit. Chaque année, pratiquement, il y a une enveloppe qui est réservée pour la Tunisie. Qui est destinée à la Tunisie. Destinée à la Tunisie, pour son développement. Comme ça a été destiné aux autres pays d'Afrique. Oui. Mais très bien, mais la question qui se pose, qu'est-ce qui fait courir Tebboune et le régime algérien aujourd'hui pour protéger Kais Saïd, son régime, sa dictature, etc. Ce qui motive aujourd'hui le régime Tebboune à soutenir le régime de Kais Saïd, c'est ce qui a poussé le régime de Bouteflika à organiser la contre-révolution après 2011 en Tunisie. Il ne faut pas dénoncer les Émirats seulement, qui étaient dans une opération de contre-révolution en Tunisie. Et toute la région, on en appelle ça le MENA ou le MMO, le Maghreb et Moyen-Orient. Ouais. Toute cette région, aucun pays dans ces régions ne veut voir un pays, que ce soit la Tunisie ou l'Algérie ou l'Égypte ou la Syrie,
émerger et construire sa démocratie. Ils craignent de l'effet domino, ils craignent de la révolution des peuples, ils craignent que les dictatures et les régimes autoritaires tombent dans ces régions. Mais tout cela arrange bien sûr le capital international. Mais cela arrange bien sûr la logique mondialiste. Cela arrange bien sûr les impérialistes qui veulent que les richesses de cette région, mais pas la démocratie ou la souveraineté populaire dans ces régions. Donc aujourd'hui, les mêmes motivations qui ont poussé Abdelaziz Bouteflika à soutenir la contre-révolution en Tunisie, à combattre la démocratie en Tunisie après la révolution de 2011, sont les mêmes motivations qui poussent aujourd'hui Abdelmajid Tebboune à soutenir Kais Saïed. Donc selon vous, Alger ne veut pas d'une démocratie aux frontières. Tout à fait. Et Tunis ne veut pas une démocratie aux frontières. Tout à fait. On va écouter Abdelmajid Tebboune. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. Abdelkrim Zghilech, Tebboune menace quiconque qui ferait venir le terrorisme aux frontières de la Tunisie. Déjà, en Algérie, nous avons un très gros problème, c'est définir qu'est-ce que dire terrorisme. Je vous rappelle qu'en Algérie, parler d'un changement de mode de gouvernance est considéré comme un acte terroriste. Hein. Le 87 bis du code pénal. Pardon? Le 87 bis du code pénal. Exactement, exactement, oui. Donc, comme je disais, il faudrait déjà définir qu'est-ce que veut dire terrorisme pour Monsieur le Président de l'État ou nous-mêmes, Algériens. Cela dit, ce genre de discours, ce genre d'annonce, celui qui va essayer de ramener le terrorisme en Tunisie, nous allons brûler ça. Je ne sais pas comment on va traduire ça exactement en français. Nous allons déchirer sa tente ou détruire sa tente ou la tente de ses parents. Vous savez, dans un discours politique, il faut, pour que ce discours politique-là, qui parle de détruire l'attente de ceux qui voudraient ramener du terrorisme en Tunisie, pour ce discours-là ne soit pas de simples paroles pour la consommation médiatique. Il faut connaître quels sont les moyens et quels sont les mécanismes pour déchirer ou détruire cette tente-là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va considérer que c'est un État qui tente de ramener le terrorisme en Tunisie. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement, nous, pour détruire la tente de cet État-là? Nous allons partir en guerre? Est-ce que nous allons envoyer, si c'est une personne, est-ce que nous allons envoyer des agents des services secrets pour kidnapper ou assassiner cette personne-là? Est-ce que nous allons, dans le cas où c'est un État ou un individu, en même temps, est-ce que nous allons couper les vivres de cette personne-là? Qu'est-ce que l'Algérie va faire concrètement pour que ce discours-là se transforme en fait et ne soit pas un simple discours pour la consommation médiatique? Moi, je pense que c'est très populiste comme phrase, très populiste comme prise de position. Franchement, on est dans le discours de Kouwa Dariba. Même s'il y a un État qui va ramener du terrorisme en Tunisie, nous n'allons rien faire. Qu'est-ce que nous allons déclarer la guerre à cet État-là? C'est du pur populisme banal et basique, instinctif. C'est du populisme instinctif à l'état larvaire. Et ce discours-là, je pense que nous avons eu le droit à ce discours-là pendant les 6 dernières années. Et les Algériens sont rassasiés de ce genre de formulation guerrière, on s'en va en guerre. Et je ne pense plus que les Algériens écoutent encore ce genre de discours, franchement. C'est parler pour parler. Vous pensez que Abdelmajid Tebboune menace de terrorisme les opposants tunisiens? Si en Algérie, on emprisonne les opposants algériens, on les emprisonne. Et si, par la même logique, on soutient le régime de Kais Saïed, donc j'imagine, par syllogisme, on menace les opposants algériens également. Mais pas seulement que les opposants algériens, hein, pas supposons peut-être d'autres États également, peut-être d'autres États avec lesquels l'Algérie est en désaccord actuellement.
je ne pense pas que le message soit simplement destiné aux opposants algériens. Je pense que ça dépasse quand même cette partie de la population algérienne. Je pense que ça va réellement vers un autre État. Très bien. Abdelkrim Zghilech, vous qui êtes dans la communication, dans les médias, etc., en fait, cette campagne contre les opposants tunisiens, contre l'opposition tunisienne, contre Mansouf El-Marzouki, quel serait en fait son impact sur l'opinion tunisienne, tout comme sur l'opinion algérienne? Franchement, sur l'opinion tunisienne, je suis comme vous, je suis dans l'expectative. J'attends les réactions pour voir. Je ne voudrais pas me prononcer activement sur la réaction de l'opinion publique tunisienne. Je ne voudrais pas passer à côté de la plaque en réalité. Je suis exactement comme vous dans l'expectative et je m'attends à voir et analyser qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'opposition, plutôt comme réaction dans l'opinion publique tunisienne. Par contre, pour l'opinion publique algérienne, pardon? Allez-y, allez-y. Par contre, pour l'opinion publique algérienne, ce que j'ai remarqué déjà de la matinée, des dernières 24 heures, l'opinion publique algérienne, une partie, du moins, pour ne pas être généraliste, une partie au moins de l'opinion publique. Allô? Je pense qu'on a perdu Abdelkrim. Aïssa Rahman, si vous voulez enchaîner directement sur la même question, c'est-à-dire l'impact de ces campagnes médiatisées contre l'opposition tunisienne. Et bien avant, en tout cas, ça ne s'est jamais cessé. C'est la campagne médiatique, la propagande du régime algérien contre ses opposants aussi à l'étranger. Avant ça, je voulais revenir sur le premier chapitre de ta question à Adel. Sur les menaces proliférées par le président de l'État, à savoir qu'on va réduire au degré primaire le Khaïma, celui qui va importer le terrorisme en Tunisie. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'opposition, comme tu l'as dit. Le fameux article 87 bis qui peut être légiféré. De toute façon, il y a des lois en Tunisie qui condamnent pour les faits de terrorisme, ça existe. Est-ce qu'ils vont les endurcir? On ne sait pas. Est-ce qu'ils s'attaquent à Haftar? Mais en Tunisie, on n'a pas besoin de durcir l'arsenal juridique. J'ai vu des gens condamnés à 120 ans de prison. Mais c'est des jugements par défaut et accoutumas. Donc, ce n'est pas des jugements définitifs, notamment l'affaire du complot, où il y avait des opposants et à savoir aussi un corps diplomatique qui était cité dans cette affaire. C'est l'affaire du complot, 48. Et Siham Ben Sedrine qui a été condamné à 25 ans de prison, un quart de siècle de prison. Oui, tout à fait. Et pas que, plusieurs. L'Ilyas Chouachi, pour ne citer que l'Ilyas Chouachi, il y a c'est 225 années de prison. C'est une absurdité. Est-ce qu'ils vont endurcir leur législation par rapport aux délits, aux crimes liés au terrorisme? C'est une question. Est-ce que parce que la Tunisie, elle partage deux frontières principalement, il y a une frontière avec l'Algérie et l'autre avec la Libye. Est-ce qu'ils s'adressent à Haftar? Parce que même actuellement, en Libye, il y a des événements, il y a des choses qui se passent en Libye. Donc, est-ce qu'ils s'attaquent à Haftar? Il y a des évolutions chaque jour, en fait. Voilà. Est-ce qu'ils s'attaquent aux Émirats? Est-ce que les Émirats ont aussi cette... Il faut poser la question, et là je pose la question d'une manière très innocente. Hein. Non, en tout cas, dans la presse algérienne, sur le soir d'Algérie, comme dans le Khabar, les Émirats arabes unis, le Maroc, la France ont été nommément cités. Voilà. Après, les Émirats, comme ils étaient un pays artisan de la contre-révolution, après 2011 en Tunisie, est-ce qu'actuellement, ils préparent une révolution? Donc, c'est des pistes, bien sûr, qu'il faut étudier et analyser. Maintenant, les attaques contre les opposants tunisiens, le régime tunisien aussi opère par des attaques contre les opposants algériens. Quand on voit les unes de pas mal de journaux, mais aussi de plateformes sur les réseaux sociaux tunisiens qui s'attaquent frontalement aux opposants algériens. Là, il y a un partage de rôle. Soutien des régimes entre eux, c'est comme les porcs épics. Ouais. Voilà. Et entre-temps,
les médias inféodés aux deux systèmes s'attaquent aux opposants des deux pays. D'une manière générale, il faut détacher cette solidarité existante déjà entre la société civile tunisienne et algérienne, y compris dans la diaspora. Et on l'a vérifié à l'occasion des 5 heures pour le Maghreb des peuples qui s'organisent chaque année à Paris, où il y a la présence de militants sahraouis, de militants marocains, de militants algériens, tunisiens, libyens, mauritaniens et soudanais aussi. C'est ce qui est important, où chaque année on se donne rendez-vous pour organiser cet événement, 5 heures pour évoquer les droits de la personne humaine dans le Maghreb, de la démocratie et de l'état de droit. Donc au niveau de la population, de l'opposition ou de la société civile, des activistes, au niveau des protestataires, on va le dire comme ça, il y a cette solidarité, pas seulement contre les régimes, parce que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ce n'est pas une opposition contre le régime, c'est une opposition pour construire un état de droit. On s'oppose parce qu'on veut construire un état de droit. Si nous avions un système qui est des états de droit. Des états de droit ou des systèmes démocratiques, pas seulement dans les énoncés, mais des démocraties pratiquantes. Tout à fait. On serait bien dans nos pays à jouir de la nature, de la belle Algérie, de la belle Tunisie. Pourquoi pas un grand Maghreb des peuples? Et pourquoi pas un grand Maghreb des peuples sans frontières? Je considère que c'est des territoires. Ce Maghreb, c'est des territoires. Thamazra, c'est la racine de ces territoires, et que les colonies ont divisé ces territoires. L'histoire a fait qu'il y a eu des détachements, il y a eu des enclavements aussi, il faut le dire, et les régimes ont toujours maintenu cette séparation par les frontières, et par la non-ouverture des esprits, mais aussi de libre-échange économique, du libre-échange, de la libre circulation des personnes, des biens et de la libre circulation de l'histoire. Merci Aïssa. Je pense que Abdelkarim Zrilchi est de retour parmi nous. Abdelkarim, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Désolé, il y a eu une coupure. Très bien. Donc, vous pouvez directement enchaîner ou reprendre votre idée. J'ai pas pu suivre ce qui vient de se dire sur le plateau, donc si vous me faites une petite pour ne pas sortir du cadre. Oui, en fait, vous étiez en train de développer l'influence de cette propagande médiatique contre l'opposition tunisienne. Ah, très bien. Donc, je dirais pour les Algériens, cette propagande tunisienne, plutôt cette propagande algérienne contre l'opposition tunisienne n'est qu'une sorte de rallongement à cette même propagande contre l'opposition algérienne. En Algérie, nous avons l'occasion et le plaisir d'entendre que donc ce vocabulaire-là, destiné à notre propre opposition algérienne qui se trouve à l'extérieur de l'Algérie, dans la diaspora algérienne. Si la presse algérienne ne se prive pas et n'a aucune gêne à utiliser ce vocabulaire pour notre propre opposition algérienne, des Algériens comme nous, qui se trouvent à l'extérieur de l'Algérie, des gens qu'on connaît, et la presse algérienne ne se prive pas de les nommer de tout ce qui est imaginable. Donc le fait qu'elle nomme, elle définit l'opposition tunisienne avec ces mêmes termes n'est pas du tout quelque chose de choquant ou quelque chose qui va nous étonner. Nous avons déjà l'expérience de cette pratique-là, de dénigrer l'opposition algérienne à l'international au sein de la diaspora. Nous l'avons, cette expérience, nous connaissons notre presse et nous avons l'habitude de lire ce genre de phrases concernant la diaspora algérienne. Donc franchement, maintenant quand on nous parle, je parle de la presse algérienne bien sûr, quand la presse algérienne se met à parler, une presse qui justement, à cause de ce genre de pratique, a perdu toute crédibilité. Justement, à cause de ce genre de point de vue, à ce genre de position et à ce genre de pratique. Se met à dénigrer l'opposition tunisienne, franchement, je ne pense pas que ni moi, ni vous, ni Maître Rahmoun, on va être choqués. Voilà. Justement, il y avait près de 2500 manifestants selon la presse internationale samedi passé
dans la capitale tunisienne. Comment ces 2500 personnes reçoivent-ils aujourd'hui les critiques de la presse algérienne, cette manière de, j'allais dire, condescendante des Algériens à l'égard des Tunisiens? J'espère, du moins, j'espère que, et j'en suis certain, de toute façon, que dans l'opposition tunisienne, il y a quand même une certaine intelligence. C'est évident qu'il y a une certaine intelligence, peut-être même une intelligence, et on devrait la prendre comme exemple. Ils ont pu quand même se rassembler, ces 2500, chose qui est impossible en Algérie. Voilà, déjà au minimum, on doit respecter ce détail-là déjà. Et C'est vrai. avec le petit historique que je me permets d'avoir sur l'opposition et l'opposition tunisienne, je pense qu'ils font la différence quand même. On ne va pas insulter l'intelligence de nos amis tunisiens. Ils font la différence entre ce qui est représentatif du régime algérien en termes de médias, en termes de presse et en termes de prise de position également, et ce qui peut être représentatif de l'opposition algérienne également. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me prononcer, je ne vais pas être hâtif. Je m'attends aussi, j'attends également qu'on trouve la réaction. Je n'ai pas eu l'occasion d'étudier globalement les réactions de l'opposition algérienne. Je ne voudrais pas me prononcer hâtivement sur cela. Et comme vous, je suis dans l'expectative, mais je suis du côté, en même temps, rassuré sur cela. Je pense que nos amis tunisiens font la différence entre l'opposition algérienne et le régime algérien, comme nous, de notre côté. On fait la différence entre le régime tunisien et l'opposition tunisienne. Merci Abdelkrim Zrielech, restez avec nous et on va écouter encore une fois le président Abdelmajid Tebboune que vous allez certainement revoir ce soir parce que c'est un long entretien accordé aux médias algériens et que ces médias ont publié quelques bribes de cet entretien, enfin quelques extraits. ما نقبل حتى واحد، وانا سبق لي قلتها لما تكلمت مع مسؤول كبير في اوروبا، قلت له الضغط هذا ماشي مليح. يجي وزير خارجيه يقول لازم دير حكومه، لازم دارك، روح ديرها في دارك، واش دخلك هذاك راه مستقل حر. كما احنا قالوا علينا لازم مرحله انتقاليه، روح دير مرحله انتقاليه عند عائلتك ولا في لاوتيلي ولا واش دخلك فينا حنايا. هذه لازم لازمنا في الفكر الاستعماري. تونس دولة حرة، إذا كان الشعب التونسي يقول لازم واه لازم. الشعب التونسي يقبل حاجة أنت ما عندك ما تتفرض عليه العكس. هذه لي ريلاسيون هذه de vassalisation de tous les pays, d'abord c'est pas républicain, c'est monarchique. Mais commençons d'abord par ces expressions. Est-ce que ce sont des expressions d'un président de la République qui se respecte? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas nouveau, hein. Il nous a habitués à ce genre de sortie et voilà, دار عمي موح كيما نقولوا في البلاد دار عمي موح ودار عمي موح شربوه Mais روح. c'est pas sérieux, c'est l'Algérie, il Mais fait bien 5 sûr fois la que France, oui, mais c'est pas sérieux. c'est la taille d'un C'est- continent. C'est pas sérieux quand on s'adresse, tu vois, à C'est une force pendant le régionale, Hirak, comme il le dit. pendant le Hirak, puis quand on voit Trump aujourd'hui qui est le patron du monde, il faut pas s'étonner d'avoir des présidents pareils un peu partout. Voilà ce que l'époque, notre ère a donné. Il faut entendre aussi bien Kais Saïd quand il réunit ses ministres qui fait chez Khatibham. Comment qu'il les traite de d'écoliers? Comment qu'il traite la chose publique? C'est un phénomène international. Et comme disait Gramsci, un vieux monde qui disparaît, un autre est en train de naître. Et entre ce clair Et obscur, voilà, et entre ce clair et obscur surgissent des monstres. Et voilà. Donc on est dans cette ère. Quand il traite de la question de la transition démocratique, il se trouve que c'était une des revendications du Hirak. Moi, j'ai entendu ça pendant le procès de Louisa Hannoun au tribunal militaire de Blida.
Quand il y avait les débats, on posait les questions en tant qu'avocat, que ça soit pour... Et la question de la transition démocratique, je me rappelle que ça a été diabolisé à un point que... Tout à fait, c'était même diabolisé. J'allais venir pour ça, quand on était dans les débats dans le procès de Louis Ahnoun, Toufir, Saïd Bouteflika Tartag, on est revenu sur la question de la transition démocratique. Le juge s'est révolté en disant il n'y a personne qui demande en Algérie qui demande une transition démocratique. Parce que les outils, les mécanismes Le d'une juge transition... du tribunal militaire. Tout à fait. Le juge qui a siégé, qui a présidé l'audience de première instance de Louis Ahnoun et Toufik et Tartag et Saïd Bouteflika. Et il ne faut pas s'étonner. Voilà un système. Comment un magistrat réfléchit? Comment un chef de l'État réfléchit? Comment les partis politiques proches du régime réfléchissent? Comment l'opposition proche, et l'opposition choisie par le régime, réfléchissent? Et ça, on l'a retrouvé ce discours pendant les campagnes électorales précédentes, que ce soit pour la présidentielle, les législatives ou les municipales. Donc aujourd'hui, qui dit qu'il y a une transition c'est vraiment mépriser le peuple, mépriser l'intelligence collective, mépriser l'intelligence individuelle, mépriser l'autonomie de la société, l'autonomie individuelle, mépriser l'indépendance de la société, l'indépendance individuelle, mépriser tout simplement la souveraineté populaire. Et on se retrouve en face de nous, on a un dirigeant qui n'est pas le miroir de sa société. Bien au contraire, c'est un potentat qui règne malgré la société et contre la société. Il a parlé aussi de la volonté du peuple tunisien. La volonté du peuple tunisien s'est exprimée. 2500, c'est pas rien. Pour un régime aussi fermé que l'Algérie. La tribune de Et c'est Alexis... ce que dit Abdelkrim Zril, il te dit que pour rassembler aujourd'hui, Tout à fait. il est pratiquement impossible de rassembler 2500 personnes aujourd'hui à en Alger. Tunisie, il y a ce courage et je vous invite à consulter la tribune de Maître Alexis Dessoaef, président de l'AFIDH, au journal Le Monde, qui dit clairement, arrêtons de dire que la Tunisie est un pays autoritaire. La Tunisie est un pays dictatorial. Vous êtes proche, en fait, c'est votre président, après tout, à la FIDH. Je vais poser une question, je ne suis pas complotiste, mais la contribution d'Alexis Dessoaef est sortie quand même avant cette manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare pour la fin de règne de Kais Saïed? Vous pensez qu'il est partant? Je pense qu'il est partant. C'est une question de semaines, de mois, voire de quelques mois. Parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a une crise économique. La machine économique est à l'arrêt. La machine économique est à l'arrêt. Il y a une crise sociale, il y a une crise culturelle. Il y a toujours l'Algérie qui est la sociale. Il y a une crise juridique. Attention, quand on dissout le syndicat, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, quand on radie ils ont radié plus de 82 magistrats de la profession, des avocats qui sont en prison, à l'image de l'Ayachil. Contre des milliers de l'élite tunisienne qui est aujourd'hui réfugiée en Europe. Et je salue au passage sa sœur Mahbouba et toute sa famille et sa fille, qui tient bon dans la prison. Quand on met en prison à l'âge de 82 ans le Rennouchi. Et des rumeurs ont circulé hier sur son état de santé, oui. Puisque ses avocats sont interdits de lui rendre visite. Sa famille aussi est interdite de parloir. Quand le ministère de la Justice, vous savez, en Tunisie, c'est un des acquis de la Révolution, c'est un exemple, il y a plusieurs acquis, c'est que les organisations de la société civile, et là je rends un hommage à Bsam Trifi, président de la Ligue tunisienne. Donc les activités sont suspendues. Ça va, c'est quand même démocratique, comme l'a si bien souligné Tebboune. Voilà, la Tunisie comme ça est a été la TFD, comme ça a été pour le FT2S, comme ça a été pour d'autres organisations. 800 associations ont été concernées par des enquêtes administratives et par des mesures de suspension. Et beaucoup ont plié bagages. Ça, il faut le rappeler, pour répondre justement à la démocratie telle Nokha. Démocrate jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la moelle épinière. Et il faut rappeler aussi que pendant tout ça,
plusieurs procès ont été intentés, et là, vraiment, je parle du régime algérien. Je ne sais pas si je parle du régime tunisien ou je parle du régime algérien. Mais de toute façon, C'est pas grave, avoir ils se soutiennent. 2500 citoyens dans la rue à l'occasion de la fête de la République, qui coïncide avec le coup d'État Tout à fait. de Kais Saïd. Du حنايا عندنا 25 juillet 2021. 2021. حنا عندنا le 1er novembre, la fête de la révolution, du déclenchement de la révolution, qui coïncide avec l'amendement de la Constitution de 2020. Souvenez-vous, là aussi on joue sur les dates pour ôter toute symbolique, qui est la symbolique du peuple algérien, ce n'est pas la symbolique d'un régime X ou Y. Je voulais revenir sur les 2500 et j'aurais En terminé. moins de 30 secondes parce qu'on a débordé sur le temps de l'émission. En moins de 30 secondes, 2500 ont eu ce courage de brandir la peur en Tunisie. Et je pense que ça va revenir. En 15 secondes, je voulais dire que Coluche disait réveillez-vous, ils sont devenus fous. Moi, je dirais réveillez-vous. Aux Tunisiens ou aux Algériens? Les deux, réveillez-vous. On est gouverné par des fous. Merci Aïssa. Abdelkarim Zghilech, en moins d'une minute. Un dernier mot. الاخر يحرقوا له الكيطون تاع يماه والاخر يروح يدير في دار باباه. Voilà, je pense que c'est résumé déjà en 20 minutes. Voilà où est-ce qu'on en est. Merci beaucoup Abdelkarim Zghilech. Merci Maître Aïssa Rahmoun. Nous arrivons à la fin de cette émission, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h. Merci de nous avoir suivis.